Alors, bonsoir à tout le monde. C'est impressionnant de faire. Ça commence mal. C'est impressionnant de faire une AG ici avec autant de monde. C'est vrai que cette AG, on l'a voulu un petit peu différente cette année, avec un temps de conférence-débat, et on remercie les gens qui ont bien voulu venir pour ça. Et puis après, vous aurez l'AG en elle-même. Vous êtes bien sûr invité à rester à l'AG si vous le souhaitez. On fera une petite pause entre les deux, mais vous êtes invité à rester à l'AG et à prendre connaissance des activités du DAC. Alors, pourquoi on a voulu cette forme? Eh bien, parce que dans l'actualité, il y a quand même des choses un petit peu récurrentes en ce moment. Un débat en France sur la fin de vie, avec l'organisation d'une convention nationale qui s'est déroulée de septembre 22 à mars 23, si je ne dis pas de bêtises. Comment? Oui, pardon, citoyenne, excuse-moi, qui était quand même composée de 170 personnes, et le comité national d'éthique, qui a aussi poursuivi une grande partie de réflexion. À notre niveau arc-en-ciel, de façon beaucoup plus humble, on est content, après des mois de difficultés de recrutement, de pouvoir proposer à nouveau une réponse en soins palliatifs à domicile. Alors, c'est très petit pour le moment, on vous en dira un petit peu plus après, mais c'est un redémarrage et pour nous, c'était important que ce redémarrage soit signalé. Alors, Arc-en-Ciel, c'est quoi? Arc-en-Ciel, c'est une association. On va vous en faire un cours historique. Et qui est mieux placé ici pour nous en parler? Le docteur Nathalie Nisenbaum, qui est la fondatrice de l'association Arc-en-Ciel, qui était porteuse à l'origine du réseau de soins palliatifs. Nathalie, je te laisse la parole. Voilà, donc 3 minutes, donc je vais essayer de tenir. Merci au bureau de m'avoir invité. C'est vrai que Arc-en-Ciel, en gros, j'étais médecin généraliste installé à Saint-Denis en 1990, donc certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés. Et très vite, j'ai pris conscience de la difficulté des patients de pouvoir rester chez eux jusqu'au bout. Et de la difficulté à se mettre en lien avec les professionnels du domicile et aussi la difficulté d'être au point dans les traitements de fin de vie. Pour les plus anciens, ils se rappellent du carnet à souche sur lequel on prescrivait les potions de morphine. Voilà, donc il y a eu cette idée qui m'est venue et puis les soins palliatifs, ça balbutiait. Donc en 96, j'ai fait un DU. J'étais un jeune médecin. Et puis, l'idée du réseau est venue et j'ai cherché des professionnels sur Saint-Denis qui avaient envie de s'investir. Donc, j'ai fait un mailing au hasard. Et finalement, ça a pu vraiment démarrer avec le docteur Isabelle Marin, qui était donc médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital de La Fontaine, mais aussi d'autres acteurs de Saint-Denis. Donc, certains sont là. Et on a pu créer l'association Arc-en-Ciel qui est née en novembre 99, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a eu l'idée, il y a eu les premiers financements FACS, Fonds d'aide à la qualité du soin de ville, qui sont venus. Et donc, on a saisi cette opportunité pour écrire un premier dossier, avoir un premier financement, qui était un financement de 18 mois. J'ai quand même décidé d'arrêter mon cabinet pour me lancer dans l'aventure et je n'ai pas regretté puisque cette aventure a duré 17 ans. On a pu comme ça à la fois s'étendre, puisqu'au départ on était juste sur Saint-Denis et communes limitrophes, mais après on s'est étendu sur tout le nord du 93, et puis on a pu devenir polythématique, puisqu'on a développé ensuite en 2011 la gériatrie. Bawa, elle ne voulait pas que je le dise, mais elle m'a rejoint en 2005. Donc voilà, je l'ai dit quand même, je revendique. Et puis la création de la gériatrie, c'est très intéressant parce que c'était complètement différent, c'était pas une initiative d'un médecin, on a pris connaissance de 2 groupes qui existaient sur le territoire. Il y avait René Muret qui réfléchissait à la création d'un réseau avec Marie-France, et puis il y avait l'association Les Professionnels de Stein qui aussi était en train de réfléchir, et on a pu faire le lien entre les deux et développer la gériatrie. Voilà, en gros, je suis à 3 minutes. Alors simplement, on a fait aussi un projet qui m'a beaucoup tenu à cœur, c'est le développement des soins palliatifs dans les EHPAD.
Donc, on a monté une équipe mixte Arc-en-Ciel et l'équipe mobile de l'hôpital de La Fontaine. Et là, on a réussi à faire un développement des soins PAL comme ça. Et je pense que j'ai tout dit. Donc, j'ai quitté en 2019. Et puis, voilà, et je suis là à nouveau avec vous. Ça me fait énormément plaisir. Ouais, j'ai rien oublié. 3 minutes. Parfaite. Merci. Merci Nathalie. Alors, un petit peu avant ton départ, on a commencé à parler du DAC. Alors, qu'est-ce que c'est que le DAC? Le dispositif d'appui à la coordination. Et en fait, ce DAC, c'était au point de départ un peu la fusion des activités antérieures. Et en fait, c'est une coordination pour répondre aux problématiques de santé à domicile des patients malades, du moment qu'ils sont dans une situation complexe et quel que soit leur âge et quelle que soit leur pathologie. Donc, en fait, je pense qu'on a commencé à en parler plutôt vers 2018 par là et les premières activités ont commencé en 2020. Alors, par rapport au réseau de soins palliatifs, c'est vrai qu'on a eu une petite coupure de nos activités en 2022, juillet 2022, et qu'aujourd'hui, eh bien, nos activités peuvent recommencer. Et je vais passer la parole à Daniel, que je ne vois pas, qui est caché, qui va nous dire en un mot comment on reprend nos activités sur les soins palliatifs. Bonsoir à tous et à toutes. Je n'ai pas une voix qui porte, donc je sollicite votre indulgence. Je m'appelle Daniel Zolo, donc je suis infirmier spécialisé en soins palliatifs. J'ai une expérience d'une dizaine d'années en soins palliatifs. J'étais avant à l'unité de soins palliatifs de Montfermeil, qui s'appelle Alpha, voilà, pour ceux et celles qui connaissent. Donc voilà, donc je suis là depuis le 11 avril, j'ai 5 minutes, mais je crois que je ne vais pas abuser du temps. Voilà, donc je suis là depuis le 11 avril, donc à partir du 11 avril, on a relancé notre activité d'accompagnement en soins palliatifs et on bénéficie du soutien des médecins de l'équipe mobile de soins palliatifs de Robert Ballanger. Donc ensemble, nous formons l'équipe mobile territoriale de soins palliatifs. Je ne vais pas définir les soins palliatifs, vous les connaissez. Voilà. C'est la prise en charge des personnes atteintes de maladies graves et évolutives pour lesquelles il n'y a plus de thérapeutique active. Donc, en même temps qu'on bâtit un projet avec et pour la personne malade, on accompagne également les proches des malades. Voilà, un résumé. Juste peut-être définir sur quel territoire on recommence. Ah oui, exactement. Voilà. Parce que comme on est une équipe en reconstruction, donc pour l'instant, on est limité au niveau de 5 communes donc, du 93 Nord, donc à savoir Aulnay, Villepinte, Sevran, Tremblay et Sevran, oui, et le Blanc-Ménil. Donc ça fait 5. Ça, c'est la phase 1. Et puis là, une fois que le recrutement sera abouti, on va progressivement étendre notre zone d'activité. Voilà. Au moins, dans un premier temps, sur les 3 communes bleues claires, et dès qu'on a recruté nous-mêmes ou fait un autre partenariat de l'autre côté du département sur la partie verte. Vous allez voir, c'est quand même un développement très progressif. Voilà. Merci. Okay. Donc, voilà, on vous a situé un peu dans quel contexte on a mis en place cette réunion de ce soir. Et je vais passer la parole à nos 2 intervenants, donc Anne-Caroline Claus-Verdreau et Alexis Rayapoulet, que je remercie d'être venus et d'avoir accepté de remplacer Fabrice Zil qui n'a pas pu être là ce soir. Voilà. Je vous laisse vous présenter et puis je vous laisse faire votre présentation et puis après on aura un débat dans la salle. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par me présenter puis après je laisserai la parole
à mon collègue, excusez-moi, c'est là, ça me va faire partout. Je suis Anne-Caroline Claus-Verdreau, je travaille comme mon collègue Alexis Rayapoulet à l'Espace Éthique Île-de-France. À l'Espace Éthique, moi, je suis chargée de l'Observatoire des pratiques éthiques. Donc, pour résumer, c'est un observatoire qui a pour mission de recenser les démarches éthiques qui se font sur la région Île-de-France. L'idée étant de constituer un réseau de structures éthiques qui peuvent avoir des appellations différentes. On peut parler d'instances éthiques, structures de réflexion éthique, comité éthique, commission éthique, etc. Voilà, donc j'ai recensé 130, 140 structures à peu près sur la région, et donc j'essaye de faire vivre ce réseau par des événements comme la semaine prochaine, on organise l'école d'été, donc c'est 2 journées qui permettent de se faire rencontrer entre elles les structures d'éthique avec des tables rondes, des retours d'expérience, etc. Voilà, je ne vais peut-être pas aller plus loin sur ce que je fais à l'Espace Éthique, et peut-être juste en 2 mots, l'Espace Éthique Île-de-France, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une structure régionale, donc des espaces éthiques régionaux, il y en a donc un par région. Celui d'Île-de-France, c'est le premier qui a été créé en 1995 sous l'impulsion d'Emmanuel Hirsch. Voilà, donc on a diverses missions à l'Espace Éthique, notamment de formation. On a des DU, des masters, des doctorats. On a une mission d'avoir des ressources, de produire des ressources, donc à la fois des publications, des chartes, des aides-mémoires, voilà, diverses publications. On a une mission d'animation du débat public aussi. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on a animé plusieurs débats autour de la fin de vie, là récemment par exemple. Et puis une mission recherche aussi, avec notamment aussi la publication de la Revue française d'éthique appliquée. Voilà, j'oublie certainement plein de choses, mais je te laisse la parole pour prendre la suite. Moi, je suis Alexis Rayapoulet, donc je suis aussi médecin spécialisé en santé publique, à l'Espace Éthique depuis beaucoup moins longtemps, seulement 2 petits mois. Avant, j'étais passé en tant qu'interne, donc je n'ai pas encore autant de missions que Anne-Caroline, mais principalement plutôt de la recherche, parce que moi, j'ai aussi fait une formation d'histoire et philosophie des sciences, donc plutôt de la recherche sur les principes éthiques et la manière dont on construit la connaissance et comment est-ce qu'on peut peut-être allier les deux. Merci de nous recevoir. Et ce qu'on vous propose pour ce soir, c'est de vous faire une petite présentation. On va essayer de tenir ça en 30 minutes avant de lancer le débat. D'abord, dans un premier temps, je peux refaire un tour sur le cadre législatif français pour qu'on soit bien tous au clair sur ce qui est déjà en place aujourd'hui en France. Je passerai la parole à Anne-Caroline pour qu'elle nous fasse un petit point sur le cadre législatif aussi tel qu'il peut être à l'étranger. Et notamment, on va commencer à parler de ce qu'on appelle les aides actives à mourir. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour parler plus spécifiquement de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les avis du CCNE et de la Convention citoyenne. Et à partir de là, après, on lancera le débat sur des cas, à partir de cas un petit peu concrets, pour que ce soit un peu plus parlant que les grandes phrases qu'on peut trouver souvent dans la loi ou dans les grands textes éthiques. Alors, la fin de vie en France, en fait, c'est une affaire assez récente, la réponse juridique qui concerne la fin de vie, parce qu'il faut bien voir que, en fait, ne serait-ce que la période de fin de vie, c'est quelque chose d'assez récent. Pour ça, il faut une médecine assez technique, il faut des connaissances qui permettent de prédire quand est-ce que les gens vont mourir et de quoi ils vont mourir, et ça, c'est pas du tout évident. En fait, c'est quelque chose qui apparaît plutôt après la transition épidémiologique dans la deuxième partie du XXe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir des revendications pour encadrer ces nouvelles périodes de fin de vie qui n'existaient pas avant. Et vous avez, dans les années 70-80, par exemple, l'émergence de l'association pour mourir dans la dignité. Il manque un ADMD, association de défense pour le droit à mourir dans la dignité. Enfin, il manquait un D. Et donc, devant cette revendication de un petit peu mieux encadrer la fin de vie qui peut être en fait pourvoyeuse de souffrance, la première réponse, c'est pas d'abord une réponse juridique, c'est une réponse médicale. Je ne l'apprends pas ici, c'est la création des soins palliatifs comme discipline médicale avec la création de la SFAP en 1990, la Société française de soins palliatifs. La loi, elle s'y met à partir de 1999,
avec une première loi qui est simplement une loi d'accès qui garantit à toute personne malade dont l'état le requiert d'avoir le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. On est sur une loi qui garantit un droit à une nouvelle discipline médicale créée il y a une dizaine d'années. Et les soins palliatifs, dedans, ils sont définis. Alors, ils sont définis par la loi, mais ce n'est pas une définition de soins palliatifs, c'est la définition de cette loi-là, comme des soins actifs et continus, pratiqués par une équipe interdisciplinaire, en institution ou à domicile, et qui visent à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. C'est comme ça que sont définis les soins palliatifs. 3 ans plus tard, en tout, il y a 4 lois en 17 ans, donc c'est vraiment très resserré. 3 ans plus tard, en 2002, vous avez la loi qu'on appelle la loi Kouchner, qui est la loi des droits des malades et de la qualité du système de santé, parce qu'en plus de cette notion de cette nouvelle période de fin de vie qui peut causer des souffrances, il y a aussi une nouvelle manière de penser la relation entre les médecins et les malades, et il y a une approche notamment par le droit des malades, par l'idée que en fait, le droit et la démocratie n'est pas censé s'arrêter aux portes de l'hôpital, aux portes de la médecine, et donc il faut garantir des droits aux malades qui sont spécifiques, qui sont dus à leur condition d'être malade. Et donc c'est cette loi-là du 4 mars 2002 et puis du 2 janvier 2002 dans le médico-social qui vient apporter plein de nouveaux droits pour les malades, et notamment celui qui va nous intéresser ici, c'est le droit au refus de traitement. Le droit au refus de traitement qui du coup se traduit aussi un petit peu en devoir pour les soignants, qui est le devoir d'accepter que les patients puissent refuser le traitement. 3 ans plus tard encore, en 2005, vous avez la loi Leonetti, que vous connaissez peut-être aussi ici, c'est probable, qui a droit, c'est un petit peu la fusion des deux approches. Donc là, c'est droit des malades en fin de vie. C'est-à-dire que non seulement quand on est malade, on a des droits spécifiques, mais en plus, quand on est malade et dans la période de fin de vie, on a encore d'autres droits spécifiques. Là, il y a plein de nouveaux concepts qui sont apportés et que maintenant on utilise quasiment tous les jours. Il y a l'idée de l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Alors, l'obstination déraisonnable, c'est à ce moment-là l'obligation donc de ne pas empêcher la mort d'advenir lorsque les traitements apparaissent, je cite, inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. C'est la définition de l'obstination déraisonnable dans la loi. Il y a un autre concept qui apparaît dans la loi Leonetti 2005, c'est aussi le principe du double effet. Donc, le principe du double effet, c'est l'idée qu'un médecin peut administrer des traitements si l'effet secondaire est de raccourcir l'espérance de vie des patients, tant que l'effet primaire, tant que son intention, c'est de soulager les souffrances. Et classiquement, c'est la question de l'administration de la morphine. Ça, c'est important d'un point de vue éthique, parce que ça veut dire qu'on dit que ce n'est pas tant la conséquence elle est de raccourcir l'espérance de vie, mais que c'est l'intention qui fait que c'est moralement acceptable. Il y a aussi, dans cette loi de 2005, la distinction qui est faite entre les traitements et les soins. Et ça, c'est notamment parce que dans la loi de 2002, il y avait le droit au refus de traitement. Et avec cette loi, on vient rajouter et dire que ce n'est pas parce qu'on refuse le traitement qu'on refuse tous les soins et qu'on doit arrêter l'accompagnement. Ça paraît évident, mais en même temps, si on a eu besoin de le rajouter dans la loi, c'est qu'il y a un besoin de clarification. Et donc, l'accompagnement, le confort, le soulagement, ils doivent continuer, même si le traitement, qui est à visée curative, est refusé. Pas seulement arrêté, même refusé. Et la 4e chose, c'est l'apparition des directives anticipées, et donc que toute personne majeure, au cas où un jour elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté, peut écrire en avance ce qu'elle veut en termes de poursuite, de limitation, d'arrêt ou de refus de traitement et d'actes médicaux. Donc on a vraiment, avec cette loi de 2005, la mise au centre de l'autonomie des personnes. Enfin, c'est cette approche que les gens doivent décider pour eux-mêmes, parce qu'ils sont présumés autonomes, sous certaines conditions, bien sûr. Voyons. Et en même temps, avec cette loi, on met au centre l'autonomie, on insiste sur le fait qu'il faut apaiser les souffrances, mais on maintient l'interdit de tuer volontairement. D'où ce principe double effet, et toute la différence réside dans l'intention. Et puis 10 ans plus tard, il y a une 2e loi qui a bien apporté des nouveaux droits pour les malades en fin de vie, c'est la loi du 2 février 2016, qu'on appelle aussi Claeys-Leonetti. Alors là, il y a plusieurs choses. Déjà, on précise un petit peu le concept d'obstination déraisonnable, parce qu'il y a eu 10 ans de pratique entre les cas, et il y a toujours des cas limites que la loi ne peut pas prévoir et que la pratique révèle. Et donc, par exemple, dans la loi de 2016, on va considérer que la nutrition et l'hydratation artificielle, ce sont des traitements, et donc qui peuvent être refusés, puisqu'on a le droit de refuser des traitements, et non pas des soins qui font simplement partie de l'accompagnement. Donc, on peut tout simplement être dans l'obstination déraisonnable en maintenant une nutrition artificielle ou une hydratation artificielle.
si la personne refuse le traitement. L'introduction des procédures collégiales pour arrêter, limiter les traitements quand les patients sont hors d'état d'exprimer leur volonté, donc en utilisant les directives anticipées, mais également en se concertant avec les membres de l'équipe de soins, en faisant venir une personne extérieure, un médecin extérieur, pour savoir qui n'a pas de rapport hiérarchique avec les médecins en charge, avant donc de décider de limiter ou d'arrêter les traitements et donc de motiver, d'expliquer, d'argumenter par écrit le décès. Et puis, la troisième innovation en termes de loi, de cette loi de 2016, c'est l'introduction de ce qui est précisément appelé la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès. C'est le terme précis dans la loi. Dans la loi, c'est rajouté, associé à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Donc, on poursuit les soins de confort, mais pas d'obstination déraisonnable. C'est pour les malades souffrant d'une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme. Et donc là, il y a quelque chose d'important, c'est l'engagement à court terme du pronostic vital. Et ces patients doivent aussi présenter une souffrance réfractaire au traitement ou susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Pour faire simple, endormir les gens pour qu'ils ne souffrent plus physiquement et psychiquement jusqu'à ce qu'ils décèdent de leur maladie lorsque le pronostic est qu'ils vont bientôt mourir, et ce bientôt, ce court terme, tout l'enjeu de la loi laisse volontairement pour que la pratique puisse s'adapter. Selon la HAS, c'est quelques heures à quelques jours. Donc, je résume, 1, soins palliatifs pour tous, 2, droit à refuser les traitements, 3, en 2005, interdiction de l'obstination déraisonnable et principe du double effet autorisé, 4, 2016, sédation profonde et continue jusqu'au décès, 6 décès à court terme, c'est-à-dire quelques jours à quelques heures. Et à partir de là, donc ça c'est le cadre actuel, et à partir de là, la question c'est est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudrait faire évoluer la loi et pas actuellement toutes les situations. Je vais passer la parole à Anne-Caroline. Merci beaucoup, Alexis. Avant que j'oublie, on a mis là devant des exemplaires de publications qu'on a produites à l'espace éthique. Donc, il n'y en a pas pour tout le monde, mais vous pouvez en commander sur notre site. Donc, n'hésitez pas. Il y a un dossier documentaire qui reprend un peu les législations à l'étranger, la législation en France, l'avis 139 du CCNE. Et il y a le hors-série qui s'intitule « S'approprier les enjeux d'un débat » et qui rassemble divers textes d'auteurs très variés, de soignants, de juristes, de bénévoles, de proches, voilà, dans des registres très variés, et également des poésies, des textes littéraires. Voilà, l'idée étant d'essayer de dépasser un peu un schéma un peu simpliste du pour et du contre, mais de donner à voir un peu toutes les nuances. Alors, je vais essayer là en 10 petites minutes pour te laisser le temps après de faire un petit panorama de ce qui se passe à l'étranger. Voilà, donc juste un petit rappel sur une distinction que vous devez, je vais dire plein de choses que vous devez sans doute connaître, hein, mais voilà, si je suis trop lente ou trop rapide, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, distinction entre suicide assisté et euthanasie. Donc, dans le cas du suicide assisté, c'est la personne qui fait la demande qui, au final, accomplit elle-même le geste, alors que dans l'euthanasie, c'est une tierce personne qui accomplit ce geste. Voilà, et donc il y a des différences là entre les pays qui ont légalisé une forme d'aide active à mourir. Il y a des pays où seule l'assistance au suicide est autorisée, mais pas l'euthanasie, donc c'est le cas de la Suisse par exemple. Et il y a des pays qui ont fait le choix de légaliser d'emblée l'euthanasie, comme la Belgique ou les Pays-Bas par exemple. Voilà, par exemple aux Pays-Bas, c'est l'euthanasie aussi bien que le suicide assisté qui sont légalisés. Voilà. Alors, ce que je voudrais, c'est juste insister sur deux grands axes qui permettent de voir un peu les divergences entre les pays, notamment la question des critères médicaux qui sont définis pour pouvoir bénéficier de l'euthanasie. Et le deuxième axe, c'est la question du discernement qui est requis au moment de l'acte. Alors, sur la question des critères médicaux, des conditions médicales qui permettent de pouvoir avoir accès à une aide active à mourir. Donc, on retrouve évidemment des similitudes entre les pays.
Par exemple, aux Pays-Bas, on parle de maladies incurables. En Belgique, on parle de situation médicale sans issue. En Espagne, on parle de maladies graves et incurables également. En Autriche, de maladies mortelles incurables. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui fait quand même consensus, c'est cette idée qu'il faut qu'il y ait un fondement médical à la base de la demande. Voilà, ce fondement médical, il apparaît dans tous ces pays qui ont autorisé une forme d'aide active à mourir, ça apparaît comme quelque chose de vraiment fondamental. C'est-à-dire que la souffrance qui est présente et qui motive la demande, elle doit avoir pour origine une pathologie médicale qui a été diagnostiquée. Et cette pathologie, elle doit être grave et incurable. C'est-à-dire que le patient doit se trouver dans une situation où il n'y a effectivement aucune perspective d'amélioration. Alors évidemment, une des questions qui se pose ici, c'est la question de savoir si, dans le cas par exemple d'une maladie psychiatrique, par exemple un trouble de l'humeur, est-ce que dans ce cas, on peut juger du caractère incurable de la maladie de la même manière qu'on le ferait pour une maladie somatique? Et je vous en parle parce qu'un des extraits qu'on vous passera après, tiré d'un reportage, précisément traite d'une situation d'une femme qui est atteinte de dépression. Voilà. Alors, sur cette question-là, certains vont défendre l'hypothèse d'une équivalence entre maladie somatique et maladie psychiatrique, au sens où dans les deux cas, on pourrait déterminer si la maladie elle est ou non incurable, irrémédiable. Mais pour d'autres, il n'est pas possible d'affirmer qu'une maladie psychiatrique puisse être incurable. Et précisément, on comprend intuitivement pourquoi il y a cette hésitation, puisque il y a dans une maladie somatique, il y a quelque chose qui est peut-être davantage centré sur un processus interne à l'individu, alors que dans une maladie psychiatrique, l'interaction entre la personne et son environnement extérieur va jouer un rôle tellement majeur qu'il est très difficile de prédire l'évolution et d'affirmer de manière certaine qu'il n'y aura jamais d'amélioration, qu'il n'y aura jamais de rémission. Voilà, et donc pour ceux qui s'opposent à l'aide active à mourir en cas de maladie psychiatrique, finalement, leur crainte, si on caricature un peu, c'est qu'on prenne l'habitude de proposer une aide active à mourir dans ces situations-là, plutôt que d'investir dans tout un tas d'interventions qui viseraient à modifier l'environnement social, l'environnement extérieur de la personne. Alors rapidement, en Belgique, j'insiste un peu sur la Belgique puisque les extraits qu'on va voir se passent là-bas. L'euthanasie, elle est autorisée pour des souffrances, pour des maladies en phase terminale, mais aussi pour des maladies hors phase terminale et donc notamment des maladies psychiatriques, puisque c'est rarement des phases terminales. Aux Pays-Bas également, l'euthanasie est autorisée en cas de maladie psychiatrique seule. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à ça? Oui, sur cette question des conditions médicales, il y a aussi quelque chose qui fait beaucoup débat. C'est quand on parle de souffrance inapaisable, parce que ça revient souvent, ça. En l'occurrence, en Belgique, on parle de souffrance qui doit être constante, insupportable et inapaisable. Et juger de ce caractère inapaisable, pas évident. Est-ce que ça veut dire que tous les traitements ont été vraiment tentés, ou est-ce que ça veut dire qu'on les a juste proposés au patient et qu'il a pu les refuser? Voilà. Et précisément en cas de maladie psychiatrique, qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'on a tenté absolument tous les traitements possibles, puisque précisément en psychiatrie, il y a un arsenal si on considère les interventions sociales, etc., il y a un arsenal de traitements quasi infini. À quel moment on pourra dire qu'on a vraiment tout tenté? Voilà, et évidemment, il y a la question du seuil aussi, de la limite qu'on se pose. Par exemple, dans l'État de l'Oregon, il fixe une limite à 6 mois. Il faut avoir un pronostic vital, voilà, un délai de 6 mois. Mais dans d'autres pays comme en Belgique ou en Suisse, par exemple, il n'y a pas de seuil qui est fixé. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas en fin de vie, mais qui a une maladie grave et incurable, peut accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté en Suisse. Voilà, le deuxième point, et je serai plus brève sur celui-ci, sur lequel je voulais insister, c'était la question du degré de discernement.
au moment de l'acte. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir si on pourrait autoriser une forme d'aide active à mourir pour des personnes qui seraient atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Et là, je vous donne juste deux exemples de deux pays qui ont répondu à cette question différemment. En Belgique, ils ont cette volonté de tolérer l'euthanasie dans les tout premiers stades de la démence. Mais par contre, une personne qui serait en état avancé de démence ne peut pas faire l'objet d'une euthanasie. Et donc, évidemment, il y a un dilemme qui se pose ici, c'est de savoir quel est le bon moment pour partir dans ces cas-là, puisque si c'est les tout premiers stades, ça suppose que, finalement que la personne parte, que sa vie se termine plus tôt, qu'elle parte trop tôt, parce que si elle retarde trop la décision, elle risque de ne plus être dans les critères pour pouvoir prendre une décision. Voilà, donc c'est toute la difficulté en Belgique pour les médecins, les équipes soignantes confrontées à cette situation et les patients, de trouver le bon moment pour partir, qu'il soit ni trop tôt ni trop tard, quoi. Donc ça, c'est en Belgique. Aux Pays-Bas, ils font différemment et ils tolèrent l'euthanasie dans des stades de démence avancée, à condition qu'il y ait eu des directives anticipées qui ont été évidemment rédigées à un moment où la personne était capable. Ce qui est impossible là en Belgique, puisque la personne doit réitérer sa demande au moment de l'acte, ce qui n'est pas obligatoire aux Pays-Bas. Et donc aux Pays-Bas, c'est un autre dilemme qui se pose, c'est que pour une personne, comment dire, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que c'est plutôt la personnalité présente ou la personnalité passée? Voilà, si on prend l'exemple d'une personne qui aurait rédigé des directives anticipées au moment où elle était capable, quand elle arrive à un stade avancé de démence, si au moment de pratiquer le geste euthanasique, la personne se débat et refuse l'injection, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que c'est la personnalité d'avant, le soi d'avant qui avait rédigé les directives anticipées, ou c'est la personnalité présente qui manifestement refuse et a oublié ce qu'elle avait demandé? Voilà. Voilà, donc là, j'ai voulu insister sur ces deux aspects-là. Évidemment, il y a plein d'autres aspects. Il y a les questions de l'âge. Dans beaucoup de pays, c'est à partir de 18 ans, mais par exemple, aux Pays-Bas, c'est à partir de 12 ans. En Belgique, il n'y a pas de... 12 ans, oui. En Belgique, il n'y a pas d'âge. Ils n'ont pas fixé d'âge, c'est en fonction du degré de discernement. Il y a évidemment aussi la question du statut administratif. En Suisse ou en Belgique, il n'y a pas d'exigence de nationalité belge ou suisse. C'est pour ça d'ailleurs voilà, qu'il y a des patients français qui peuvent se rendre dans ces pays-là. Il y a la question de la place de l'écrit. Qu'est-ce qu'on trace à l'écrit? Qui trace à l'écrit? En présence de qui? De témoins, etc. La question des délais de réflexion qui peuvent être imposés. En Autriche, par exemple, il y a un délai de réflexion de 12 semaines entre la demande et l'acte. Et enfin, deux autres points rapides. La question de quel contrôle on instaure. Souvent, il y a des commissions de contrôle a posteriori, donc qui viennent vérifier que les procédures ont bien été respectées, mais a posteriori, sauf en Espagne où ils ont des commissions de contrôle a priori, donc, et également a posteriori, mais donc ils contrôlent en amont que la demande est bien recevable et la personne qui fera l'euthanasie doit recevoir l'accord de la commission au préalable. Et enfin, dernier point, quelle institution devrait avoir la responsabilité de prendre en charge ces situations? Donc, dans la plupart des pays, c'est l'institution médicale, mais il y a effectivement l'exception suisse, où là, c'est des associations spécialisées qui organisent ces prises en charge, ce qui pose la question du rôle qu'on assigne a priori à l'institution médicale, qui est peut-être pas si évidente. Voilà, je m'arrête là et je te laisse pour l'avis 139 et la Convention citoyenne. Oui, parce que donc du coup, c'est dans ce contexte, à la fois le cadre législatif français et à la fois constatant un petit peu toutes les législations qu'il y a à l'étranger et qui est différente, que pour la première fois, donc en septembre 2022, il y a un peu moins d'un an, le Comité consultatif national d'éthique, je ne sais pas si tout le monde le connaît, ça a été créé en 1982 et c'est une autorité administrative indépendante qui peut être saisie par le gouvernement ou se saisir elle-même pour donner des avis éthiques sur les grandes questions de santé, de médecine, de santé et en général de sciences de la vie. Et donc le CCNE se saisit en septembre, enfin avant, et rend son avis en septembre 2019 et
CCNE, cette assistance au suicide, donc plutôt qu'une euthanasie pour le CCNE, concernerait les personnes majeures, donc pas les enfants, pas les adolescents, pas les adultes mineurs juridiques, cas dans la profession du CCNE, atteints d'une ou plusieurs maladies graves et incurables, donc on est toujours dans un diagnostic et un pronostic médical sombre, provoquant des souffrances psychiques ou physiques réfractaires, donc avec cette notion quand même de subjectivité, c'est les personnes qui souffrent et qui disent qu'elles souffrent, mais une impossibilité technique d'y remédier, et aussi un lien de causalité, hein, c'est la maladie qui doit causer les souffrances. Donc pour l'instant, rien de nouveau, on est toujours dans le même cadre de la cessation profonde et continue, et ce qui change, c'est avec un pronostic vital engagé à moyen terme. Donc encore une fois, on a ce terme un petit peu flou, mais on peut imaginer que moyen terme dans les écrits du CCNE, c'est de quelques semaines à quelques mois, si on regarde par rapport à la législation étrangère, par exemple ce qui se fait aux États-Unis où c'est 6 mois. Et puis si on sait qu'aussi court terme, ça correspondait plutôt à quelques jours, à quelques heures, à quelques jours, donc on peut imaginer que c'est ça le délai qui est imaginé. Donc ça, c'est nouveau. Ça ne tombe pas sur le coup de la loi de 2016 qui concernait que les décès à court terme. Alors, le problème de l'assistance au suicide seul, c'est l'égalité devant le droit, puisque si une personne est capable de demander l'aide, correspond à tous les critères, mais incapable d'effectuer le geste final du suicide, on peut imaginer une paralysie, enfin, quelque chose de très simple. Alors, pour ces cas-là, le CCNE dit qu'effectivement, on pourrait imaginer une dépénalisation de l'euthanasie si le suicide assisté n'est pas possible, mais que les critères sont remplis. Je vais passer assez vite sur les modalités parce qu'en fait, ce que propose le CCNE, c'est assez proche de ce qui est fait actuellement dans les limitations à traitement, dans les procédures collégiales pour la sédation profonde et continue, donc avec une personne extérieure qui viendrait contrôler la demande, avec une trace écrite argumentée, avec voilà, une décision qui doit être libre, éclairée, le CCNE rajoute réitérée, et donc stable dans le temps, avec pas de directive anticipée, pas possible de demander en avance, pas possible de demander quand on a des troubles cognitifs, par exemple, dans le cas des démences. Donc ça, c'est exclu par le CCNE pour le moment. Et le CCNE rajoute la possibilité d'une clause de conscience. La clause de conscience, ça existe déjà dans le cas de l'IVG, c'est-à-dire qu'aucun professionnel n'est tenu de prendre part à une aide active à mourir sans avoir à le justifier. Ça, c'est le cas dans toutes les législations à l'étranger aussi. Il n'y a pas de... Nulle part, on oblige les professionnels à y participer. Ce que le CCNE propose, par contre, c'est une clause de conscience avec une obligation de référer, ce qui existe aussi dans l'IVG, c'est-à-dire que ce n'est pas juste on refuse, mais on refuse et on adresse à quelqu'un qui serait susceptible de répondre positivement à la demande. Alors, petit point avant de terminer sur le CCNE, de passer sur la Convention, tout le monde n'est pas d'accord au CCNE. Et ce n'est pas toujours le cas, mais dans l'avis 139, il y a une réserve à la fin, avec certains membres qui disent que ils ne sont pas totalement d'accord avec l'avis majoritaire du groupe. Il y a deux grandes réserves. La première qui est de dire, sur le principe, pourquoi pas, mais le timing est mauvais. On ne peut pas faire les deux volets en parallèle. Il faut d'abord le volet 1 de renforcement des soins palliatifs, avant d'envisager une dépénalisation d'une aide active à mourir. Parce que le risque, c'est que les gens aient recours à une aide active à mourir par un défaut de l'accompagnement à la fin. Ça, c'est le contre qui n'est pas absolu, mais relatif au contexte actuel. Deuxième, d'ailleurs, argument par rapport au contexte, c'est aussi quel message est-ce qu'on envoie aux soignants en priorisant cette évolution de la loi, alors que notre système de santé est quand même en souffrance et que peut-être qu'il y aurait d'autres choses à faire, à prioriser avant cette loi-là. Ça, c'est les réserves qu'on trouve dans le CCNE à la fin. Et puis, il y a une réserve qui est plus générale, un petit peu plus absolue, qui est de dire que c'est quand même un changement de notre rapport social à la mort. Et quel est le message qu'on envoie quant à la valeur de la vie, et notamment la valeur de la vie de personnes qui sont gravement malades. Est-ce qu'on risque pas d'aller à une pathologisation du vieillissement, de toute forme de vieillissement? C'est des réserves qui sont un petit peu plus fondamentales sur notre position à la mort. Je passe sur la Convention citoyenne. Donc, dans la foulée, il y a une Convention citoyenne. La méthodologie, c'était 184 citoyennes et citoyens tirés au sort sur la base de critères de représentativité, sexe, âge, typologie d'aire urbaine, région d'origine, niveau de diplôme et catégorie socio-professionnelle.
Ce qui fait que la Convention citoyenne n'était pas exactement à l'image de l'Assemblée nationale, par exemple. C'est un petit peu ça l'idée. Non, mais c'est important, c'est intéressant d'un point de vue éthique. Hein. C'est de dire que d'un côté, vous avez le CCNE qui est l'éthique comme fait par les experts, et puis la Convention citoyenne qui est l'éthique faite de manière démocratique. C'est deux manières différentes de penser l'éthique, d'ailleurs. Voilà, ils ont travaillé de décembre 2022 à mars 2023, je ne vais pas rentrer dans les détails. La question de la Première ministre, c'était: le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? À cette question, 97% est d'accord pour dire que le cadre d'accompagnement de la fin de vie n'est pas adapté. Après, ils ne sont pas tous d'accord pour dire pourquoi. Pas adapté, alors quand ils disent cadre d'accompagnement, en fait, c'est le cadre matériel aussi bien que le cadre législatif. Et les constats sont assez proches de ceux du CCNE, c'est-à-dire que tout le monde dit qu'il y a une énorme inégalité d'accès à l'accompagnement de la fin de vie. Et donc, il y a eu 165 propositions qui ont été faites dans la Convention, je ne vais pas du tout les détailler, mais en gros, qui est de dire que il faudrait que les gens puissent mieux décider du lieu de la fin de leur vie, qu'ils puissent donc le développement de l'accompagnement à domicile soit développé, qu'il y ait un meilleur maillage territorial, que la sédation profonde et continue soit accessible dans tous les établissements, que la formation doit être meilleure, que le personnel devrait être mieux formé dans les EHPAD. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs qu'il y ait une obligation de personnel formé aux soins palliatifs dans les EHPAD. Donc voilà, garantir des budgets, revaloriser, par exemple, on trouve revaloriser la profession d'aide-soignant. Et puis aussi les questions d'enseignement avec la création de troncs communs universitaires, avec plus de recherche, notamment sur les traitements antalgiques, sur les méthodes d'évaluation de la douleur. Donc tout ça, c'est des gros chantiers qui sont dans la première partie sur le cadre matériel qui n'est pas législatif. Mais comme le CCNE, il y a quand même une grande partie des conventionnels qui pensent que le cadre législatif ne permet pas de donner des réponses satisfaisantes pour certaines situations de fin de vie. 76% d'entre eux, 3/4. 3/4 sont en faveur d'une ouverture pour une aide active à mourir. Pour plusieurs raisons. Qui est respecter les libertés de choix de chacun. Qui est de combler les insuffisances du cadre actuel et en particulier les limites de la sédation profonde et continue et de cette notion de court terme. Qui est de répondre à des situations de souffrance qui ne sont pas prises en charge et qui d'ailleurs le pensent en complémentarité des soins palliatifs et pas du tout comme une alternative. Et aussi parce que ça peut contribuer à rassurer les personnes sur leur fin de vie, sur l'angoisse qu'elles ont quant à leur fin de vie. Il y a quand même un quart qui est contre cette dépénalisation parce que les conventionnels pensent qu'il y a une méconnaissance et une faible application de la loi Claes-Leonetti, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a un risque de dérive qui peut peser sur les personnes les plus vulnérables. Et parce que, comme le CCNE, il y a cette idée que c'est peut-être contre notre modèle de société, contre l'esprit de solidarité, et qu'en plus, le cadre éventuel qu'on va adopter sera peut-être difficile en réalité à respecter. Parmi les 3/4 qui sont en faveur d'une aide active à mourir, on trouve une large majorité qui serait pour une euthanasie et suicide assisté légalisés ensemble. Parce que, selon eux, il n'y a aucun des deux qui répond à toutes les situations qu'on cherche à couvrir. Alors, la plupart, c'est plutôt, comme le CCNE, un suicide assisté avec... Pardon, non. La plupart, c'est les deux ensemble, au choix. Et la deuxième option qui est fréquente, mais qui n'est pas aussi majoritaire, c'est donc, comme le CCNE, suicide assisté, avec exception d'euthanasie quand le suicide assisté n'est pas possible. Les arguments plutôt pro-suicide assisté, c'est que c'est l'expression de la liberté individuelle jusqu'au bout, que c'est plus souple dans la temporalité et dans la mise en œuvre, on n'a pas besoin d'attendre que les médecins soient disponibles, qu'une salle se libère, que c'est un petit peu plus souple. Et ceux qui sont plutôt pro-euthanasie dans les aides à mourir, c'est l'idée que c'est une solution, quel que soit l'état de la conscience de la personne, qu'il n'y a pas d'abandon lors de l'accompagnement. C'est pas on vous accompagne jusqu'au bout, puis au moment le plus difficile, c'est à vous de faire. Que c'est compatible avec des politiques de prévention du suicide. Ça, c'est aussi ce qui est parfois reproché à l'assistance au suicide, c'est qu'il y a le mot suicide et que ça peut banaliser le suicide. Et aussi que c'est le choix majoritaire fait par les personnes dans les pays qui ont dépénalisé les deux, l'euthanasie. Voilà, je passe la question des parcours, des conditions, des mécanismes de contrôle qui en fait sont un petit peu la même chose que ce qui a déjà été proposé par le CCNE et des critères. La proposition majoritaire, c'est par les conventionnels, c'est donc sur la volonté du patient, un patient dont on a contrôlé le discernement, qu'il faut qu'il y ait une incurabilité, une souffrance réfractaire, une souffrance physique, donc souffrance physique,
Donc on retrouve la même chose. Il y a un grand débat parmi les conventionnels sur ce qu'on fait pour les personnes qui sont inconscientes, sur ce qu'on fait pour les personnes qui n'ont pas un pronostic vital engagé, sur ce qu'on pourrait faire sur une éventuelle accessibilité aux mineurs. Ça, c'est assez débattu dans la Convention et il n'y a pas vraiment de conclusion. Et il y en a quand même, ça je trouve intéressant, 22% qui se disent pour une ouverture universelle, c'est-à-dire sans condition autre que la volonté de la personne et s'assurer que le discernement est de qualité. Donc, sans critères médicaux, diagnostiques ou pronostiques. C'est quand même intéressant dans un point. Voilà. Pour conclure sur CCNE, convention, c'est que les termes du débat aujourd'hui sont un petit peu déplacés. Parce qu'au tout début, on parlait de la DMD, on parlait de la loi des soins palliatifs qui disait exactement sauvegarder la dignité de la personne malade. Et en fait, le terme de dignité a complètement disparu. C'est plus du tout le débat actuel. Pendant longtemps, ça a été sur ça que ça s'est cristallisé avec est-ce que la vie est digne, peu importe ses conditions, ou est-ce que c'est à la personne de juger si sa vie est digne d'être vécue. Aujourd'hui, on est plutôt dans un débat sur la question de l'autonomie, avec d'un côté la liberté de choisir, et ceux qui sont plutôt pour une aide active à mourir, l'idée qu'on peut ouvrir des droits et on devrait pouvoir choisir le moment de sa mort. Et puis ceux qui sont plutôt contre, qui vont plutôt opposer des principes de solidarité, des principes de sollicitude, l'idée qu'il faut prendre soin des personnes, qu'il faut protéger les personnes vulnérables et parfois contre elles-mêmes, contre leur propre dévalorisation due à l'intériorisation de normes sociales qui pourraient leur faire dire que leur vie n'est plus digne d'être vécue. Et en même temps, ces arguments, ils peuvent aussi être complètement inversés. C'est-à-dire que on peut se demander si demander la mort, c'est vraiment l'expression d'une liberté et d'un choix, plutôt tout simplement une expression contrainte sous la souffrance. Et puis en même temps, on peut aussi se demander si peut-être que les principes de solidarité, de sollicitude et peut-être même de soins, ça pourrait pas nous mener à considérer qu'au contraire, donner la mort serait le soin ultime. En tout cas, voilà, ces principes sont un petit peu ceux qui sont les termes du débat actuel et qui sont mobilisés de part et d'autre sans qu'il y ait de consensus très clair. Et je vais te repasser la parole pour présenter, oui. Merci Alexis. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous passer 3 petits extraits issus d'un reportage belge. Je vais juste en dire deux petits mots d'introduction. Donc on va vous passer 3 petites séquences avec, on pourra échanger entre les séquences, on ne va pas les passer à la suite. Donc c'est issu d'un reportage qui est sorti en 2022 qui s'appelle Les mots de la fin. Aux dernières nouvelles, il était encore sur Arte, si vous voulez le retrouver en replay. Donc, il a été co-réalisé par Agnès Lejeune et Gaël Hardy. Et donc, en fait, c'est un reportage qui suit un médecin réanimateur qui s'appelle François Damas, qui s'occupe au centre hospitalier de Liège de la consultation d'euthanasie. Donc, c'est un reportage dans ces séances de consultation. Donc là, on va voir trois moments de consultation avec, 2 moments de consultation. Donc la première séquence, c'est un patient qui a une sclérose en plaques, un Français, qui vient en Belgique. La deuxième, c'est une femme qui souffre de dépression depuis des années. Et la troisième séquence, le docteur Damas revient sur une situation d'euthanasie auprès d'une jeune fille. Donc, c'est un dialogue avec la mère de cette jeune fille. Voilà, alors juste un petit mot de précision au niveau des financeurs du documentaire. Il y a des financeurs habituels du type la région, etc. Mais il y a aussi la DMD belge qui a financé ce reportage et le docteur Damas est une personnalité qui est assez engagée dans les différentes ADMD au niveau européen. Donc tout ça pour dire que c'est un film qui se prétend pas neutre, mais que pour autant il montre bien les tensions éthiques qui sont présentes dans ces débats. Et ça a l'avantage, comme c'est un reportage, que les choses soient beaucoup plus incarnées que dans un débat d'idées. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est en voyant ces extraits, d'essayer de voir, vous, les questionnements qui vous traversent, peut-être les valeurs que vous sentez intuitivement en tension, de voir si ça fait écho peut-être à certaines choses dans vos pratiques, plus ou moins directement.
Voilà, je vais juste revenir en 1 minute un peu sur la législation belge, vraiment pour vous donner le contexte de ce reportage. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, en Belgique, on peut avoir accès à l'euthanasie dans des situations hors phase terminale. En Belgique, l'euthanasie est autorisée depuis 2002. Ça fait un peu plus de 20 ans. Je ne détaille pas les conditions, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de condition de nationalité en Belgique. Hein, donc là, effectivement, il y a un patient français. Juste quelques chiffres. Il y a eu à peu près 25 000 euthanasies depuis 2002, depuis que la loi est passée. Sur l'année 2022, c'est les derniers chiffres qu'on a, il y a eu à peu près 2900 euthanasies en Belgique. Dans la majorité des cas, c'est des patients assez âgés. Le premier motif, c'est le cancer, dans 60% des cas. Le deuxième motif, dans 20% des cas, c'est des polypathologies, donc des combinaisons de plusieurs affections chroniques réfractaires. Dans 99% des cas, c'était des patients conscients et dans moins d'1% des cas, c'était des patients inconscients qui avaient rédigé une directive anticipée. Dans la majorité des cas, c'était des décès prévisibles à brève échéance, mais il y avait quand même entre 15 et 20% voilà, qui n'étaient pas prévisibles à brève échéance. Sur la dernière année, il y a eu un peu moins d'1% d'euthanasie pour uniquement en raison d'une maladie psychiatrique, enfin maladie psychiatrique seule. Voilà. Et sur les 2900 euthanasies, il y avait 61 patients qui étaient résidents à l'étranger. Et sur les 61 patients, il y avait 53 résidents français. Voilà. On va peut-être passer aux extraits. Je voulais savoir à partir de quand, à partir du moment où je rentre dans le protocole, je peux concrétiser une date, une heure et une date. Ce qui est pour moi le plus compliqué et le plus difficile à accepter en soi, quoi. Voilà. Parce que c'est une chose pas... Je ne vous apprends rien, bien sûr, mais pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi, d'incompréhensible presque, à supporter comme idée. C'est-à-dire de se sentir capable de mourir, de choisir un terme. Voilà, c'est accepter ce choix et la date et l'heure. C'est ça, la mort choisie. Voilà, ce que je vis aujourd'hui, c'est plus possible. C'est beaucoup trop douloureux depuis le début. Je ne supporte plus. Je n'en peux plus. Voilà. Il y a des personnes qui ont une sclérose en plaques qui n'ont jamais mal. Moi, j'ai mal tout le temps. Et on n'a pas trouvé de moyen de soulager ces douleurs. À part la morphine, oui. Non. Quand j'ai commencé à décrire la maladie, on me demandait, vas-y, décris-nous ce que tu as, décris-nous ta maladie, comme vous venez de me le demander. Je dirais que j'ai été irradié. C'est ce que ça m'évoque. Comme si j'avais été irradié par une centrale nucléaire. Est-ce que vous êtes communiqué? J'étais directeur technique de théâtre. Ah, on m'avait dit ça, oui. Et musicien en plus. Et musicien? Oui. Quel instrument? Batterie, percussion. Et c'est ce qui m'a fait. Un vrai teasing, hein. Je voulais savoir à partir de quand, à partir du moment où je rentre dans le protocole, je peux concrétiser une date, une heure et une date. Ce qui est pour moi le plus compliqué et le plus difficile à accepter en soi, quoi. Voilà. Parce que c'est une chose pas... Je ne vous apprends rien, bien sûr, mais pour moi, c'est quelque chose de... d'exceptionnel, quoi, d'incompréhensible presque, à supporter comme idée. C'est-à-dire de se sentir capable de mourir, de choisir un terme. Voilà, c'est accepter ce choix et la date et l'heure. C'est ça, la mort choisie. Voilà, ce que je vis aujourd'hui,
c'est plus possible. C'est beaucoup trop douloureux depuis le début. Je ne supporte plus. Je n'en peux plus. Voilà. Il y a des personnes qui ont une sclérose en plaques qui n'ont jamais mal. Moi, j'ai mal tout le temps. Et on n'a pas trouvé de moyen de soulager ces douleurs. À part la morphine, Oui. non. Quand j'ai commencé à décrire la maladie, on me demandait, vas-y, décris-nous ce que tu as, décris-nous ta maladie, comme vous venez de me le demander. Je dirais que j'ai été irradié. C'est ce que ça m'évoque. Comme si j'avais été irradié par une centrale nucléaire. Qu'est-ce que vous avez communiqué? J'étais directeur technique de théâtre. Ah, on m'avait dit ça, oui. Et musicien en plus. Des musiciens? Oui. Quel instrument? Batterie, percussion, tactile. Et c'est ce qui m'a fait le plus de mal, de ne plus pouvoir me servir de mes jambes. Oui. Une batterie sans jambes, ça n'existe plus. Alors, votre handicap est déjà ancien, s'aggrave progressivement, Oui. et vous êtes amené à réfléchir sur une situation que vous ne pourriez plus supporter, raison pour laquelle vous venez me voir. C'est juste, c'est comme ça qu'il faut... C'est plus que ça. Dites-moi. C'est-à-dire que je passe par des moments où c'est plus supportable. Déjà maintenant? Oui, Oui, j'en ai de plus en plus. oui. Depuis plus d'1 an maintenant. Hein. Les douleurs, tu parles? Oui. Qu'est-ce qui rend votre situation insupportable? Ce sont les La douleurs. douleur, Oui. la douleur constante, permanente, c'est impossible, quoi. Voilà. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Je veux plus. Je veux que ça cesse. Je veux que ça s'arrête. Oui. Et vous disiez que vous étiez encore dans une position où vous pensiez difficile d'imaginer une décision de votre part. Ah, elle est difficile, cette décision. Parce que j'aime la vie. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bien sûr. Mais pas cette vie-là. Non. Je vais autant arrêter. Comment voyez-vous les choses? Comment imaginez-vous la suite ou le scénario qui pourrait vous convenir? Je venais voir des gens qui savaient faire Ça veut faire quoi? ça. Ce que je recherche. C'est-à-dire faire un acte euthanasique, Oui, mettre fin à votre vie. oui. J'attends que ce soit dans le calme, dans la paix, voilà. C'est comme ça. Mhm. Vous avez un médecin traitant, monsieur. Oui, Il est au courant de votre démarche Oui. aujourd'hui. oui. Et si la loi en Belgique existait en France, quelle serait sa position? La même que la mienne. C'est-à-dire Pour. Je pense que c'est quelque chose qui doit se discuter avec un médecin pour arriver à conclure qu'à un moment donné, le moment est devenu pertinent Oui, et que le choix va être le bon. Oui. Pour vous, oui. pas le docteur qui va décider. Vous avez des enfants, monsieur, Oui, j'ai 2 garçons. et ils connaissent votre démarche aujourd'hui. Oui, Quand je dis qu'un parcours qui aboutit à l'euthanasie doit être construit, il est évident que c'est une mort, comme vous aviez dit, choisie. Donc, c'est une mort qui est programmée. Et donc, c'est une mort qui doit être préparée avec son entourage. je vous suis. Donc voilà, vous avez une maladie grave, évolutive, extrêmement pénible. Vous avez la motivation, l'énergie pour venir jusqu'ici faire cette démarche. Je pense que je peux vous dire que vous êtes dans les conditions légales pour que votre demande soit prise au sérieux Bien. et que à partir de ce moment, on commence à construire le dernier parcours qui D'accord. aboutira sans doute à une euthanasie. D'accord. C'est extraordinaire, C'est ça que vous cherchez? bien sûr. Voilà ce qu'on peut faire, si c'est bien ça que vous désirez. Oui, c'est ce que je désire. Est-ce que tu as d'autres questions? Mais je sais pas. On n'est pas pressé, réfléchissez-y.
Tu avais fait une petite liste. Il y avait quelques questions là, oui. Oui, on se demandait à partir de quand, à partir du moment où il décide de le faire, donc il prend contact avec vous. Oui, et alors il faut... Et à ce moment-là, est-ce que c'est long encore? Pour Parce quelques que jours. Quelques jours, d'accord, c'est pas long du tout. Quelques jours pour que je puisse réserver une chambre seule pour vous accueillir ici. Voilà. C'est bien. C'est bien de faire tout ça. Pour nous. Qu'est-ce que j'en veux à mon pays de ne pas le faire? Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Que ce soit les médecins, les vrais sachants et les politiques, je les plains. Puis l'humain n'est pas pris en compte, la maladie éventuellement est prise en compte, mais les conditions de vie ne sont pas prises en compte. J'ai honte pour eux. Alors bien sûr, ils nous entendent, oui, oui, mon pauvre. Oui, bien sûr. Mais c'est tout. J'ai un secret petit espoir, c'est que savoir que vous avez la possibilité vous permet d'attendre un peu. Ça donne un peu d'oxygène. Voilà, c'est ce que C'est j'espère. vrai. C'est vrai. Et que vous n'activiez pas trop vite la procédure. Oui. Voilà, monsieur. Bien. Lombard. Bien. Monsieur Damas. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour échanger sur cet extrait. Je crois qu'on a jusqu'à 21 h. Je ne sais pas si on pourra dépasser un tout petit peu le temps de voir les 3 extraits ou pas. N'hésitez pas à réagir librement. La réaction du médecin, je vais réserver votre chambre dans 2-3 jours, c'est bon? Ah, c'est parce qu'il posait la question de comment ça se passe une fois que je déprime. Ah oui. Ah oui. C'est dans des cas parce qu'en France, on est très en retard par rapport à ces pays-là aussi. Hein. Moi, je vois pour le moment une personne de 93 ans, vous avez la morphine dans le placard et le médecin n'autorise pas à mettre le patch de morphine. Dans une phase finale où la personne déjà a une Alzheimer très avancée, ne mange pratiquement plus, vous êtes là, c'est l'agonie. Est-ce qu'il y a un plaisir à l'agonie? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un plaisir particulier à l'agonie. Donc là, ce sont des personnes qui se prennent en main, qui sont encore conscientes. Bon, quand vous avez des médecins qu'en plus, qui vous connaissent et qui n'autorisent pas, vous avez une patch de morphine, on ne peut pas le mettre. Surtout d'après la résolution, surtout pendant le Covid, hein, les médecins de fin de vie qui viennent constater, ils mettent la personne dans le sac, ils ne regardent même pas ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu. Hein. Vous êtes là, vous êtes comme une mère. Alors, après, il faut remonter la pente. Donc, en tant qu'aidant, moi, je suis là beaucoup pour les aidants. Et sinon, je ne serais plus à France Alzheimer. Hein, mais je suis là pour les aidants parce qu'on a été aidés, mais par ceux que certains, dans un colloque de M. Benetti, appelaient les petites mains, les petites personnes des petits métiers. C'est-à-dire une personne qui tient les mains continuellement et qui les tienne jusqu'au bout. Et qui aide les aidants. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je suis contraire de la dame parce que pendant les périodes de Covid, j'ai trouvé beaucoup de médecins, des infirmières, ils ont pris les risques pour se santé. Non, madame, j'ai un témoignage. Je n'ai pas quelqu'un que j'ai moi, je ne fais pas le fleur pour les autres. Mais j'ai des infirmières, quand ils soignent des personnes avec le Covid chez eux, avec des patients, avec toute l'attention pour être vivre, et on a des gens qui les infirmières, grâce à les infirmières aux médecins, qui jusqu'à maintenant, 93, ils sont vivants, ils sont bien tourés par rapport aux infirmières et l'aide-soignante. Ça, madame, je n'ai pas quelqu'un que je montre des choses comme ça.
La vérité, ça plus, ils ont donné beaucoup de chance, même les gens, ils sont contents, la famille, ils sont contente. La vérité, c'est la passion entre les médecins, entre les infirmières. C'est pas tous les infirmières et tous les médecins sont le même caractère. C'est pas tous les mêmes points de vue. Parce que je connais des médecins qui ont fait des soins. Même, j'étais tout le temps en contact avec Arc-en-Ciel par rapport les malades, par rapport les infirmières. La vérité, tout le temps, on a des points positifs. C'est sûr, Arc-en-Ciel, c'est très bien. Je suis assez d'accord. Juste présente, si vous voulez réagir, juste présentez-vous juste avant. Et si vous voulez aussi réagir sur le film, on ne va pas forcément rentrer sur un ping-pong pour l'instant. Oui, Marie-France Couillot, je suis au bureau et j'ai été en santé publique avant. Alors, je voudrais effectivement, la dame qui est bénévole, on ne peut que souligner l'importance des bénévoles dans l'accompagnement de ces trajectoires de fin de vie. Après, est-ce qu'on ne mélange pas un peu deux choses là, puisque ce que vous remarquez, c'est que le soulagement de la douleur n'a pas été fait comme vous le souhaitiez, et on n'est pas à ce moment-là dans une demande de mort, mais dans une demande de soulagement. Donc, vous renforcez l'idée que, c'est effectivement les soins palliatifs en premier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur le film en lui-même? Daniel, est-ce que tu peux juste te rapprocher? Je ne peux pas avoir assez droit. Soignants en soins palliatifs. Heureusement que vous nous avez prévenu que, justement, l'extrait était orienté. Au moment, le médecin a entendu le symptôme d'inconfort qui était, monsieur disait, la douleur. Et il n'y a que la morphine qui le soulageait. Et à un moment, j'ai entendu le médecin proposer un analgésique. Tout de suite, il a évoqué, justement, donc, à quel moment vous souhaiterez qu'on précipite la vie. La sonde ancienne, c'est Mon soin palliatif a été initié par les bénévoles, parfois. Oui, simplement, oui, Nathalie Nisenbaum, médecin d'EHPAD. Ouais. Oui, non, ce qui me surprend dans le film, parce que moi je pense qu'on peut entendre des souffrances réfractaires, même en ayant mis tous les traitements, enfin voilà, un sentiment d'inutilité ou d'envie de finir sa vie ou un besoin de liberté, de maîtrise de quelque chose. Mais tout ça, ce qui me surprend là, c'est qu'il aille en Belgique, en fait, parce qu'il peut potentiellement bénéficier d'une aide au suicide, quoi. Un suicide assisté, je veux dire. C'est un monsieur qui est valide. Donc pourquoi il souhaite que la mort lui soit administrée par quelqu'un d'autre? Il a une possibilité potentiellement de prendre un traitement qui lui permettrait de mourir. Donc moi, ce qui me choque vraiment, enfin, là je mets mon avis à moi, mais dans l'euthanasie, c'est le geste, quoi. Pouvoir procurer un produit qu'on décide de prendre, c'est une chose. Et par contre, demander à un autre que soi de nous administrer, pour moi, ça reste un homicide, un truc impossible. Mais enfin voilà, c'est ma remarque. Vous demandez pour être sûr, quand vous dites pourquoi pas le suicide, vous voulez dire pourquoi pas le suicide assisté en Suisse ou pourquoi pas le suicide tout court? Alors, non, mais c'est la bonne question. Alors, dans la question du suicide, c'est quand même super compliqué de se dire qu'on peut se rater, quoi, si on a vraiment une envie de mourir. Donc, c'est pour ça que l'idée du suicide assisté, où on est sûr, on a la bonne dose de barbiturique, a priori, je crois que ça marche. Là où on l'utilise, je trouve ça quand même une option. D'accord. Effectivement, ce que souligne Nathalie aussi, c'est vraiment la question aussi de qui doit aider à mourir. Alors, un médecin, pas un médecin, c'est vraiment... Oui, c'est la question du rôle qu'on assigne à l'institution médicale, de la place qu'on lui donne, des attentes qu'il y a à son égard. Et oui, ça c'est effectivement une vraie question. Et effectivement, en Suisse, ça ne se passe pas comme ça. Après, je pense qu'il y a sans doute des enjeux aussi financiers. Je crois, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais pour les personnes étrangères qui viennent en Suisse, je pense que c'est très cher. Vu l'heure, on va peut-être passer au deuxième extrait. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, merci. Je veux juste clarifier sur la question du délai de tout à l'heure dont on a parlé. Quand il dit 2-3 jours, ce n'est pas 2-3 jours après le rendez-vous. Hein.
Ça, c'est le début du parcours. Il y a tout le contrôle de la demande, la visite de maintien et tout. Et c'est une fois que c'est validé que le patient peut appeler et dire ça y est, c'est maintenant que je veux. Et c'est 2-3 jours à partir de cet appel-là, que ce soit bien clair. Déjà parce qu'il faudrait qu'elle puisse en avoir parlé à ses enfants, que là pour l'instant elle n'a pas rendu public sa volonté de mourir. Et contrairement au premier extrait, on sent qu'il prend moins au sérieux sa souffrance, quoi. Qu'il la considère de façon moins légitime, disons. Et il lui dit, voilà, et de toute façon, pour que votre demande soit acceptée, il faudrait qu'il y ait 2 psychiatres qui valident, ce qui est très difficile à obtenir. Et on sent, je dirais, une cinquantaine d'années, oui. Et on sent un peu une condescendance dans la manière dont il s'adresse à elle, alors que là, avec le patient précédent, on sent une égalité, on va dire. Là, avec la patiente, il est très condescendant, très paternaliste. Il dit, mon rôle est de vous éclairer, et là, ce que vous demandez n'est pas raisonnable, quoi. Et elle dit, mais nous qui avons des troubles psychiatriques et des souffrances psychiques, on ne nous comprend pas, on nous dit, mais c'est pas si grave, on ne prend pas au sérieux. Voilà, donc c'est un peu une autre ambiance. J'oublie des choses dans cet extrait, donc c'est un peu moins bien raconté par moi qu'avec François Damas. Hein, Elle dit, la patiente dit que l'origine de sa souffrance vient, je crois, du divorce de ses parents, donc quelque chose de très ancien. Ouais. Et c'est aussi ça qui lui fait dire que la demande n'est pas raisonnable, parce que c'est quelque chose de loin et que donc il n'y a pas. En fait, je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, en tout cas. C'est de l'histoire ancienne. Voilà, ça joue dans sa décision. On n'a pas interrogé spécifiquement pourquoi, mais. Ouais, je crois que c'est à peu près cet extrait. Tu veux parler du troisième? Le troisième, j'aurais vraiment bien aimé qu'on le voit plus que de le raconter, parce que Mais n'hésitez pas à regarder ce reportage, hein, je pense qu'il est encore sur Arte. Mais dans le troisième extrait, c'est la fin du reportage, et en fait, c'est un peu une scène à part par rapport aux autres, où ils discutent avec la maman d'une jeune femme qui avait demandé l'euthanasie. Alors, on ne sait pas ce qui est arrivé à cette jeune femme, un cancer, enfin, on ne sait pas, mais elle avait demandé l'euthanasie. Ça avait été une démarche longue de discussion, etc. Elle avait fini par convaincre le docteur Damas, qui l'a accompagnée dans cette démarche. Voilà, c'est les images qu'on voit. Et donc, au moment de l'acte, sa mère était présente, et donc elle raconte que finalement c'était assez, ce qu'elle trouve apaisant, c'est de se dire que là sa fille ne souffre plus, et on voit le docteur Damas qui est pris par l'émotion à ce moment-là, qui dit que sur le moment il est dans une maîtrise de lui-même pour accompagner la personne, mais qu'après l'émotion le submerge, et que c'est jamais évidemment facile. Les mots de la fin. Alors, c'est M-A-U-X ou M-O-T? M-O-T-S. D'accord. Effectivement. C'est fait exprès. Justement, pour le chercher, je préfère ça. Est-ce que là, ça vous évoque des choses? Parce que du coup, on a ouvert le débat là avec la perspective de la loi, avec la dimension européenne. Mais est-ce que vous, ça vous évoque des choses dans vos pratiques? Parce qu'on fait tous des pros de santé aujourd'hui et de terrain. Oui. Je suis médecin, SAMU depuis 35 ans. Je voulais juste vous apporter un petit point par rapport à la mort à domicile vendue par les patients et par les familles. Et nous, on est très souvent confrontés en fait, à un appel d'urgence de dernier instant, alors que tout a été prévu par les équipes de la mort à domicile. Et il y a quand même un appel au secours au dernier moment, alors que tout le monde sait qu'il n'y a plus rien à faire, et que nous, à ce moment-là, moi, ça m'arrive très souvent de passer une demi-heure, 3/4 d'heure à expliquer aux gens, essayer de les accompagner, je ne sais pas si j'ai formé à ça, mais essayer de les accompagner pour que le patient reste à domicile, parce que souvent la demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas une dernière chose à faire quand même, emmener à l'hôpital Et ça, c'est vrai que c'est une problématique, parce que les équipes que vous avez sont formidables.
Et il faut vraiment axer aussi sur la famille pour qu'au dernier moment, la famille soit prête aussi à le faire. Et justement, pour en revenir, je vous rejoins tout à fait, d'où l'intérêt de faire appel à Arc-en-Ciel, qui vraiment fait un travail de fond avec les familles. Et on travaille un petit peu ensemble. Nous, on est aussi à Aulnay-sous-Bois. Et la plupart du temps, quand Arc-en-Ciel a fait une intervention auprès de la famille, ils ont justement tout préparé en amont. Et il n'y a pas ce souci d'appeler le 15 à la dernière minute parce que vraiment, la famille a été préparée et bien accompagnée. Nous sommes contents que vous reveniez sur les actions. Alors, oui, vas-y. Vas-y. Oui. Monsieur Lefebvre, l'association des professionnels de santé le docteur Mézard et le SIAD du territoire de Sous-Bois, à travers leur expression, montrent bien aussi la difficulté d'intégrer ces problématiques de fin de vie, d'accompagnement naturellement des patients et aussi des familles dans la culture médicale. Là, il y a vraiment une question fondamentale de formation, de s'appropriation de cette législation, de qualité de mise en service, de mise en œuvre plutôt, de l'ensemble de ces procédés et de ces procédures. Et à mesure où la question de la fin de vie de la mort est encore tabou de façon générale dans nos sociétés un peu occidentales, il y a peut-être quelque chose à renforcer sur le plan de l'accompagnement de cette culture métier. Je fais juste une petite remarque, alors c'est un peu des statistiques, désolé. La logique du domicile pas encore majeure dans notre pays. Je prends juste l'exemple de l'hospitalisation à domicile. L'hospitalisation à domicile, c'est moins de 2% des hospitalisations en France. C'est rien du tout. On n'a pas la culture du soin à domicile. On connaît ça parce qu'on est entre nous, on connaît ces métiers-là, on connaît ces unités-là. Je leur tire mon chapeau parce que 22% à l'échelle d'un pays, il ne faut pas parler de culture métier, c'est encore quelque chose de très balbutiant. À parler d'éventuelles équipes mobiles de soins palliatifs à domicile, à l'évidence, c'est encore plus spécifique. Voilà. On parle assez régulièrement, puisqu'on collabore avec les SIAD, des équipes spécialisées à Alzheimer qui se déplacent aussi à domicile quand il y a des difficultés d'ordre cognitif. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire sur cette logique de culture métier et du domicile d'une façon générale, et évidemment de la mobilité des professionnels de santé, aussi de s'approprier l'ensemble de ces possibilités et de ces discours. Merci. Nathalie. Donc, Nathalie Zenbaum, je vous rejoins tout à fait, mais moi, ce que je trouve formidable dans les possibilités qu'on a dans ce pays, c'est qu'on soit complémentaires. Par exemple, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que le SAMU a progressé d'une façon extraordinaire sur les 25 dernières années. C'est-à-dire que vous vous déplacez et vous faites du soin palliatif à domicile quand c'est requis. Ça, c'est quand même génial parce que vous avez les capacités de poser des trucs que nous, on n'a pas à domicile. À côté de ça, le réseau va aider, enfin, je ne sais pas comment on dit maintenant, l'équipe de soins palliatifs du DAC, voilà. C'était le réseau en vrai. Va aider à la réflexion en amont et l'accompagnement des familles et des professionnels, mais il y a aussi, si besoin, l'HAD, il y a bien sûr le SIAD, et il y a aussi maintenant un nouveau dispositif que moi j'utilise beaucoup en EHPAD sur Paris, c'est Palidom, qui est une équipe de soins palliatifs qui se déplace un binôme effecteur. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une grande valise, avec plein de trucs dedans, et ils peuvent poser dans la journée des drogues qui permettent, enfin des drogues, des traitements qui permettent d'apporter le confort aux patients. Donc moi je me dis tout ça en complémentarité, c'est efficace, et effectivement en lien avec une culture médicale qu'on partage tous et qu'on est capable de mettre en œuvre. Mais je pense qu'on n'est pas tout puissant chacun dans notre coin, et c'est notre coordination qui marche. Alors, je crois que dans l'augmentation des moyens qui va peut-être être donnée, il y aura peut-être des territorialisations de quelque chose. Pourquoi pas, si c'est efficace. Dans un contexte d'insuffisance, évidemment, quand même. Oui, après, pour recruter les gens. Oui. Voilà, c'est ça. Joël? Oui, moi, par rapport à l'extrait qu'on a dit, c'est juste un ressenti personnel. Je trouve déjà que, en France, on a beaucoup de retard par rapport à les pays, que ce soit les Pays-Bas ou la Belgique. Et je me dis qu'on a progressé quand même. Moi, j'ai commencé à exercer il y a plus de 35 ans.
À cette époque-là, on ne pouvait même pas évoquer le nom de morphine, c'est pas démocratisé. Enfin, je veux dire, en 35 ans, j'ai vu l'évolution qu'il y a eu, rien que par rapport à la morphine, parce qu'effectivement, on n'avait pas une culture, on n'a toujours pas une culture préparée à ça. Donc, il y a quand même une évolution, mais je pense que nous, en France, on est loin d'arriver à quelque chose comme ça. Après, encore. Sinon, je suis DEC en EHPAD. Je vais enfoncer un petit peu les portes ouvertes, mais là, je ne suis pas sûre qu'on ne pas dans la question de culture, mais plus dans les questions de moyens. Effectivement, la mentalité, elle a changé sur la morphine, mais maintenant, on voit que les services de soins palliatifs dans les lits. On voit que les CETD, les centres de la douleur, il y en a très très peu en France, les passes sont très très chères. Donc, je sais pas, la culture, oui, pour former les futurs soignants, etc., mais les moyens, et on est un peu démunis. Juste aussi, j'en profite par rapport à votre intervention tout à l'heure sur il faut soulager la douleur. Oui, mais moi j'ai l'impression qu'on a un côté aussi un petit peu schizophrénique, nous les soignants, où d'un côté on aimerait soulager sa douleur, mais on n'y arrive pas, et on veut. Enfin, je pense que personne ici n'a envie d'administrer le geste pour que la personne parte, et en même temps, à un moment, on se dit, mais en fait, on ne peut plus aussi, il y a un côté quand même assez douloureux quand les douleurs, on n'arrive pas à les. Et ça arrive quand même fréquemment. Alors oui, il y a récemment il y a des traitements, surtout dans les maladies spécifiques, mais il faut aussi reconnaître qu'à un moment donné, la douleur, on n'y arrive pas, et pour nous seulement, c'est dans les traitements. Peut-être une dernière réaction avant qu'on enchaîne. Réaction ou partage de vos pratiques ou d'interrogation par rapport à vos pratiques aujourd'hui. C'est annoncé la dernière, c'était oui, peut-être on a besoin au niveau des psychologiques. Pour les personnes âgées, les psychologiques, ça joue beaucoup dans sa vie privée. Et ça manque beaucoup au niveau à domicile pour les gens, être accueillis avec les gens du psychologique. Avoir du soutien psychologique oui. Moi, je vois ça joue très, très, très bien au niveau de mentalité des personnes âgées. Ok. Donc ça, on finira sur une requête, une demande ou un besoin, c'est d'avoir plus de soutien psychologique. Est-ce qu'il n'y avait pas une question oui, c'est vrai, des participants? On peut peut-être quand même leur donner la parole une fois. La parole est donc effectivement à nos collègues qu'on n'oublie pas. On arrive à la fin de cette conférence débat. Merci beaucoup pour ce que vous avez apporté en connaissance. Merci à vous.